est Jean-Baptiste Fournier, qui est professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Et sa relation a pour titre La constitution phénoménologique de l'espace au prisme de la perception sonore. Merci. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard, notamment auprès de mon prédécesseur. Je suis désolé, j'ai eu d'énormes problèmes de transport, j'habite loin. Je voulais remercier très chaleureusement les organisateurs du colloque de m'avoir invité à faire cette présentation aujourd'hui. Alors, la question de la constitution de l'extériorité spatiale a joué à plusieurs reprises un rôle déterminant dans l'élaboration de la phénoménologie husserlienne. En effet, déjà dans le projet de Raumburg de 1892 à 1994, la question de l'origine psychologique de la représentation de l'espace a conduit Husserl à articuler la problématique de la philosophie de l'arithmétique, à savoir celle du passage des abstracta matériels aux abstracta formels, à une perspective phénoménologique en un sens encore assez proche de celui de Stumpf, c'est-à-dire au sens d'une description du contenu immanent des phénomènes sensibles. Puis, en 1907, on connaît l'importance du cours sur l'espace dans le développement de la dimension transcendantale de la phénoménologie. Dans un cas comme dans l'autre, et dans une certaine continuité avec la première formulation de la philosophie transcendantale chez Kant, ainsi qu'avec les travaux des philosophes et psychologues jusqu'à Helmholtz et Stumpf, le problème de l'espace contribue au développement de la phénoménologie, mais semble être pour l'essentiel abordé au prisme de l'expérience visuelle. Sauf dans quelques textes isolés dont je parlerai, la question de la perception auditive de l'espace semble très largement ignorée par Husserl et n'intervient jamais que comme illustration d'un modèle massivement emprunté à la perception visuelle, la phénoménologie du son étant, quant à elle, dévolue à la description de son déploiement temporel, en tant que ce dernier épouse le flux du vécu et fait apparaître sa dimension fluente. J'aimerais aujourd'hui m'interroger sur la possibilité d'une phénoménologie de l'expérience auditive de l'espace et sur ce que cette dernière aurait à apporter à notre compréhension de la phénoménologie en général. Dans quelle mesure, donc, le développement de la phénoménologie transcendantale dépend-il du choix opéré plus ou moins consciemment par Husserl de prendre la perception visuelle comme paradigme et d'aborder l'espace à partir de prendre donc le paradigme de la perception visuelle. Que serait une phénoménologie qui, au contraire, donnerait à l'expérience sonore un caractère paradigmatique ? Dans quelle mesure ce changement de paradigme impliquerait-il de modifier le sens des concepts fondamentaux de la phénoménologie ? Je montrerai que la prise en compte de l'expérience sonore force le phénoménologue à repenser le rapport de l'espace au temps. Après avoir montré la prégnance du paradigme visuel dans la conception phénoménologique de la constitution de l'espace, ainsi que la tendance de la phénoménologie husserlienne à convoquer un modèle spatial dès qu'il est question de penser un certain sens fort de l'objectivité, y compris dans le cas des Zeitobjekte, je montrerai que la constitution de l'espace auditif est essentiellement temporelle, ce dont Heidegger avait reconnu le caractère illusoire dans le cas de l'espace visuel. Mais penser le rapport entre temps et espace dans le cas de l'expérience auditive implique de repenser les limites entre la description phénoménologique, la fondation transcendantale et les résultats des sciences empiriques, en particulier ici de l'acoustique. C'est donc en dernière instance à la redéfinition du transcendantal phénoménologique, ainsi qu'au questionnement de sa prétention à l'absolu et au monopole de la fondation de la connaissance, que le paradigme sonore nous contraint. À première vue, la perception auditive ne pose pas de problème particulier à la phénoménologie, qui par principe ancre ses descriptions dans les particularités eidétiques des différentes sphères d'objets. Mais c'est bien la philosophie transcendantale en tant que telle qui semble déstabilisée par ce changement de paradigme. Ainsi, dans le deuxième chapitre de Individuals, Peter Strawson pose très précisément le problème en interrogeant la dépendance d'un certain sens du transcendantal et corrélativement de l'objectivité par rapport au centrement de ce qu'il appelle notre schème conceptuel sur la perception visuelle. Si nous pouvons nous référer à des particuliers, si donc le type de référence que nous effectuons sans cesse dans notre langage doit être possible, c'est fondamentalement que nous nous référons à des corps matériels comme à des particuliers de base qui se caractérisent par leur inscription univoque dans un cadre spatio-temporel fixe. Or, selon le philosophe oxonien, l'expérience auditive ne peut fournir un tel cadre. Le son serait un objet essentiellement temporel, auquel une spatialité ne pourrait être ajoutée que par analogie ou de manière seulement synesthésique ou kinesthésique. Ainsi, il n'est pas évident qu'une représentation purement auditive de l'espace soit possible. Et plus précisément, je cite Strawson, « Il est évident à mon avis
qu'il n'y aurait pas de place pour des concepts spatiaux. Les objets de l'expérience sensible seraient des sons. Bien entendu, les sons ont entre eux des rapports temporels et leurs caractéristiques peuvent varier de différentes manières, du point de vue de l'intensité, de la hauteur, du timbre, etc. Mais ils n'ont aucune caractéristique intrinsèquement spatiale. Les expressions telles que à gauche, vers le haut dans l'espace, plus près, plus loin, n'ont aucune signification intrinsèquement auditive. Fin de citation. Et de conclure, un concept purement auditif de l'espace, donc toujours dans la formule de Strawson, est une impossibilité. Fin de citation. La question de Strawson devient alors la suivante. Une expérience auditive pourrait-elle être une expérience d'objet ? Serait-il possible, dans un monde sonore supposé non spatial, de distinguer des particuliers objectifs, c'est-à-dire identifiables, reconnaissables et publics ? La question du sens d'une objectivité purement sonore sert donc de levier pour interroger le caractère transcendantal de l'espace. Peut-il y avoir des objets, au sens prégnant du terme, en dehors d'un espace, ou ne peut-on alors avoir affaire qu'à une pseudo-objectivité qui ne serait qu'analogiquement objective ? Si l'univers sonore est purement temporel, ou s'il se constitue à partir de la variation des qualités, la hauteur, le timbre, l'intensité, dans le temps, ou même s'il peut être représenté dans un quasi-espace à 4 dimensions, justement, la durée, le timbre, la hauteur, l'intensité, ces objets peuvent-ils être identifiables comme tels, réidentifiables à différents points du temps et par d'autres personnes que celles qui en fait l'expérience, et possèdent-ils le caractère de la publicité et de l'individualité, comme c'est le cas, selon les analyses de Strawson, des objets qui se présentent dans l'espace visuel. La phénoménologie husserlienne apporte une réponse sur au moins un de ces points. Dans le cours sur la conscience interne du temps, Husserl montre bien que les Zeitobjekte, les objets de temps ou objets temporels, possèdent bien des limites dans le temps qui permettent de les identifier comme objets, en les délimitant par rapport au flux de conscience dans lequel ils se présentent, mais auxquels ils ne se réduisent pas, puisqu'ils peuvent être saisis comme s'éloignant progressivement du point zéro qu'est la conscience de l'instant présent. Mais ils ne sont pas pour autant, au moins à première vue, réidentifiables, en tout cas pas réidentifiables comme individus. Lorsque je dis que je perçois le même son que précédemment, puis-je vouloir dire autre chose qu'un son qui possède exactement les mêmes qualités que le son entendu précédemment ? En d'autres termes, ce que je réidentifie n'est pas le son individuel ou le particulier sonore, mais l'universel sonore, ou pourrait-on dire en langage husserlien, une essence qui s'instancie dans le son présent et dans le son précédent, mais qui pourrait aussi s'instancier dans une infinité de cas possibles. Or, sur ce point, il est vain de rappeler que le son se déploie bel et bien dans un espace pré-empirique, à savoir dans un champ sensoriel, c'est-à-dire que le son m'apparaît bien comme provenant de la gauche, de la droite, de devant, de derrière, ou même comme étant situé à gauche ou à droite, etc. Car le champ auditif, fût-il reconnu comme un champ à proprement parler, c'est-à-dire un quasi ou un pré-espace, ne permet pas de rendre compte de la publicité du son, pas plus que de son individualité. Le cas du champ auditif est en effet profondément différent de celui du champ visuel, pour une raison que Strawson a parfaitement mise au jour dès le premier chapitre de Individuals. À savoir, il ne possède pas d'éléments suffisamment fixes pour assurer la reconnaissance et l'identification de lieux auxquels certains particuliers pourraient être assignés. Ce que Strawson met au jour est un aspect du problème de l'espace négligé par la philosophie transcendantale kantienne, mais que Helmholtz, par exemple, avait déjà souligné, à savoir la nécessité de garantir la fixité du cadre spatio-temporel dans lequel nous identifions des objets. L'espace, comme pure forme vide, ne permettrait aucunement d'identifier des particuliers publics, ce qui, dans les termes de l'analyse des conditions de possibilité du langage ordinaire à laquelle se restreint Strawson, revient à dire, dans les termes, pour le coup, de la philosophie transcendantale kantienne qui s'interroge sur les conditions de possibilité de l'expérience, ou en tout cas de la connaissance d'objets, ce qui revient à dire donc que l'espace ainsi conçu ne rendrait pas possible la constitution d'objets. Car, pour que nous puissions identifier des particuliers dans l'espace, il faut que le cadre spatio-temporel ne flotte pas pour ainsi dire dans les airs, mais qu'il soit fixement attaché à des objets qui puissent servir de point de repère et par rapport auxquels les autres objets peuvent être localisés. Lorsque j'identifie une table particulière, par exemple le Resolute Desk du bureau ovale de la Maison Blanche, je peux conférer un caractère public à cet objet, le réidentifier plus tard et permettre à mon interlocuteur de l'identifier à son tour. Et je peux ainsi assurer l'individualité et l'unicité de cet objet parce que je présuppose que la Maison Blanche est un objet suffisamment fixe dans l'espace pour constituer un point de repère fiable.
La fixité de la Maison Blanche renvoie à la fixité relative des points de la surface de la Terre et néglige par exemple le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, celui du Soleil par rapport au centre de la Voie lactée, mais ultimement, tous ces référentiels, en mouvement relatif les uns par rapport aux autres, constituent un système d'objets qui fixe l'espace visuel et lui permettent de constituer un cadre fiable pour localiser tous les corps matériels possibles et tous les objets qui en dépendent de manière objective. Le son, au contraire, quant à lui, semble ne pas avoir d'adresse. Certes, j'entends le son à droite dans mon champ sensoriel, mais rien dans l'expérience sonore ne semble me permettre d'attribuer une position à l'objet sonore, et je ne parle pas seulement de sa source, je parle bien de l'objet sonore lui-même, dans un espace objectif. Il manque à l'espace auditif, en d'autres termes, un rapport à des objets fixes à l'aune desquels les autres objets pourraient être localisés. On peut, pour illustrer ce contraste entre l'espace visuel et l'espace auditif, prendre comme exemple l'identification d'un violon posé sur un piano dans une salle de concert. Dans le cas de l'expérience visuelle, je peux parler du violon, l'identifier, le réidentifier grâce à sa position sur le piano. Je peux dire que je parle du violon qui est posé sur le piano et être compris. Je peux aussi réidentifier la salle et le piano sans le violon, ou saisir le violon comme le même violon lorsque celui-ci se déplace, par exemple lorsque le violoniste le prend dans ses mains. La même chose semble impossible dans un univers sonore. Si j'entends le piano avec ou sans le violon, je n'entends tout simplement pas la même chose. Si le piano ne joue pas la même chose qu'il jouait précédemment, comment pourrais-je identifier les sons qu'il produit comme les mêmes qu'il produisait auparavant, puisque précisément ce ne sont pas les mêmes. Et s'il joue le même son, si tant est que cela ait un sens de le dire, au sens d'un son individuel qui serait le même, je reconnaîtrai certes que ce son a les mêmes propriétés qualitatives que le son entendu précédemment, mais comment pourrais-je affirmer qu'il ne s'agit pas seulement du même universel sonore, mais du même individu ? Et dans ce cas, comment l'objet sonore piano, si je l'entends par exemple à ma droite, pourrait-il m'aider à localiser le violon dans l'espace objectif, celui de la salle, que par ailleurs je n'entends pas, puisqu'elle-même est muette, et qui n'est présente dans l'expérience auditive que dans la mesure où elle produit une certaine réverbération du son, qui, sauf dans des cas exceptionnels, est très peu probablement identifiable comme tel. Entre parenthèses, je fais en ce moment un travail sur l'acoustique de la cathédrale Notre-Dame, dans ce but justement de s'interroger sur si ça a un sens de dire qu'un lieu a un son qui lui est propre, indépendamment des objets qui sonnent dans ce lieu. Si l'expérience auditive n'est pas spatiale, et il est en effet difficile de voir en quel sens elle peut l'être, en tout cas au sens d'un espace objectif, alors c'est la notion même d'objet qui se trouve mise en question, et avec elle, l'objectivité au double sens du rapport du son à au double sens de l'expérience d'objet et de ce que Strawson nomme la publicité. Le problème du rapport du son à l'espace montre donc à quel point le modèle transcendantal d'origine kantienne est lié à la primauté de l'espace visuel, car c'est seulement en rapportant l'expérience auditive à l'espace visuel que le champ auditif subjectif semble pouvoir s'élever à une certaine objectivité, en associant certains sons à leur source identifiable et localisable dans l'espace visuel, et en fournissant ainsi une certaine forme de fixité à cet espace auditif, qui sinon semble flotter dans les airs. La phénoménologie husserlienne semble pouvoir aisément se défaire de cette difficulté, dans la mesure où elle rend précisément compte de la constitution d'un espace objectif, en général, à partir des champs sensoriels, et de ces derniers à partir du pur phénomène, c'est-à-dire précisément à partir des qualités qui pourraient être aussi bien celles des phénomènes visuels que celles des phénomènes auditifs. Si donc la phénoménologie constitutive prend effectivement pour exemple paradigmatique l'espace visuel, elle ne semble pas accorder à ce dernier la primauté que lui conférait chez Kant l'idée d'une forme pure de l'intuition externe et le centrement de la question transcendantale sur le problème des fondements de la géométrie. Il y a en réalité sur ce point une tension interne à la phénoménologie, à savoir la tension entre ces deux exigences très clairement mises au jour par Dominique Pradel dans l'introduction de son ouvrage sur la phénoménologie des objets mathématiques, le premier, Intuition et idéalité. D'un côté, l'exigence d'universalité des concepts opératoires, comme le concept de vécu, de réduction, d'espace, d'objet matériel, etc. D'un autre côté, l'exigence de fidélité de la description phénoménologique aux différences régionales et aux spécificités structurelles des différents domaines d'objets. Ainsi, selon Dominique Pradel, penser les idéalités mathématiques exige de se défaire plus encore que ne le fait Husserl du modèle de la perception sensible, et en l'occurrence de la perception visuelle, même si cette dernière doit pouvoir conserver son caractère paradigmatique pour penser l'intuition catégoriale.
En retour, la description de la constitution des idéalités mathématiques doit pouvoir enrichir le concept phénoménologique universel d'objet, ou encore par exemple celui d'intuition. Il en va de même, ici, pour la description de la sphère des objets sonores. L'application des concepts issus de la description de l'expérience visuelle y est en droit possible, mais n'y va pas pour autant de soi, de sorte que la question se pose toujours de savoir dans quelle mesure ce nouveau domaine d'objet impose de reformater les concepts prétendument universels qu'il est censé illustrer. Or, si les concepts issus de la description des phénomènes sonores possèdent en droit la même universalité que les concepts issus de la description de la perception visuelle, force est de constater qu'au moins chez Husserl, le paradigme de la perception auditive est massivement utilisé pour déterminer l'essence et les structures des objets de temps, des Zeitobjekte, et que c'est la perception visuelle qui constitue le paradigme des objets spatiaux. On peut ainsi distinguer deux concepts d'objets ou deux strates de la constitution de l'objectivité. Le premier, inextricablement fondé sur la pure temporalité dont le son est censé être une forme de remplissement. Le second, implicitement lié à l'application de concepts spatiaux issus du modèle visuel. Deux modèles foncièrement différents de l'objectivité qui contribuent à situer les objets sonores dans une sorte de no man's land transcendantal aux confins du sens interne et du sens externe. Le son intervient d'abord, en effet, dans le cadre de la description de la temporalité interne de la conscience, à savoir comme un objet dont la texture même est temporelle, objet que Husserl nomme Zeitobjekt, objet de temps, et qui semble donc être appréhendé d'une manière exclusivement temporelle, mettant en jeu des intentionnalités spécifiques dont on manquerait le sens à vouloir les rabattre sur les intentionnalités propres à la perception visuelle, en tout cas au sens que le terme d'espace revêt dans le paradigme visuel. Il y a bien un sens, cependant, à parler ici d'objet, mais en un sens propre à cette existence dans le temps. Ainsi, dans les leçons de 1905, Husserl s'attache à approfondir tant la corrélation que l'écart entre le son comme objet de temps et l'immanence du flux de vécu, lui conférant ainsi une véritable objectivité, quoiqu'en un sens distinct de celle des objets spatio-matériels. Didier Franck, qui s'est penché il y a quelques années sur ce problème phénoménologique de la constitution du temps, au fil directeur de l'exemple du son d'ailleurs, insiste sur le statut tout particulier de cet objet, le son, dans la description qu'en donne Husserl. Le son apparaît comme une unité temporelle indépendante, avec son commencement, son écoulement, sa fin, mais il apparaît comme tel dans une certaine visée et à travers elle dans un certain rapport au flux dans lequel il se donne. Une double approche du son devient alors possible, sa description en tant qu'objet qui dure et la description des modes temporels à travers lesquels il se constitue. Mais force est de constater que cette distinction ne recoupe aucunement l'opposition entre l'externe et l'interne, ni même strictement l'opposition entre transcendance et immanence. Certes, il y a un niveau, je cite toujours Didier Franck, où les objets temporels peuvent être tenus pour des apparitions d'objets transcendants, mais ils sont bien, en tant qu'objet de ce premier niveau, bien sûr, immanents. Le son se constitue, dans le comment de son apparition, comme un objet immanent au flux dans lequel il se constitue, et pourtant bien comme un objet. Il ne faut donc pas confondre la durée du son, qui commence, dure et cesse, et le mode, impressionnel, rétentionnel ou protentionnel, selon lequel elle se donne. Mais il ne faudrait pas à l'inverse interpréter, et Didier Franck insiste dessus, cet écart comme la marque d'une extériorité authentique. En tout cas comparable à celle des objets spatiaux. Car avec l'objet de temps, c'est la temporalité même du flux de vécu qui se constitue. Rompant le silence, le son remplit le maintenant, mais fait également apparaître le temps silencieux qui l'a précédé comme un temps. Je cite à nouveau Didier Franck. Toute mélodie commence par rompre le silence, et ses modes d'écoulement ont un point source qui lui est relatif, car, indépendamment de tout objet de temps, nul point temporel n'est à l'évidence le premier. Fin de citation. Mais pourtant, ce point source, certes relatif, n'en est pas moins essentiel. Il est le point à partir duquel le son est visé comme objet, possédant une unité propre, et à partir duquel la conscience se temporalise. Plus encore, dans la rétention dans laquelle tombe immédiatement le son juste perçu, ce n'est pas seulement la temporalité immanente de la conscience ou sa fluence qui se fait jour, mais bien l'intentionnalité elle-même. De ce point de vue-là, il y a de très belles pages dans l'essai de Didier Franck. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qui mérite d'être souligné est que la description phénoménologique atteint ici un sens strictement temporel, propre à la sphère des expériences sonores, et très différent du sens visuel, massivement fondé sur l'individuation dans l'espace de la notion d'objet.
L'objet sonore est essentiellement processuel, il ne s'individue pas par sa position dans l'espace, mais en se détachant du flux qu'il contribue pourtant à constituer en sa temporalité propre. Le sens sonore et purement temporel de l'objectivité repose donc sur la mise en œuvre d'intentionnalités qui ne renvoient ni à une forme quelconque de substantialité, ni à une transcendance. L'objet sonore possède donc bien le caractère qui définit le sens transcendantal le plus général de l'objectivité, à savoir l'unité. Mais il ne possède pas encore le sens de l'extériorité, le caractère de l'extériorité. Il faut, pour rendre compte de l'appréhension du son comme objet à proprement parler, s'interroger sur la détermination de sa situation dans le temps. Or, il n'est pas anodin que la constitution du son comme objet situé, et par là même identifiable, repose précisément, dans le cours de Husserl, sur une représentation spatiale, et spatiale en un sens visuel, du temps. On a souvent tendance à lire les textes de Husserl sur le temps dans une certaine forme de continuité avec le projet bergsonien d'une plongée dans les données immédiates et fluentes de la conscience, assortie d'une critique de la spatialisation du temps. Or, au contraire, s'il y a dans la préimmanence husserlienne quelque chose de la durée bergsonienne, il ne faudrait pas pour autant négliger la prégnance incontestable du modèle spatial dans la représentation du continuum temporel. Dès l'introduction des leçons de 1905, la distinction entre le temps objectif et les datas phénoménologiques dans lesquelles le temps est appréhendé est construite par analogie avec la distinction entre l'espace objectif proprement dit et le, je cite, continuum du champ visuel, qui n'est pas autre chose qu'une double multiplicité continue définie par des relations de proximité, puisque s'y rencontrent des relations quasi-spatiales, l'un près de l'autre, l'un au-dessus de l'autre, l'un dans l'autre, etc., qui ne sont pourtant aucunement des, je cite, relations objectivement spatiales, puisqu'il n'y a, je cite à nouveau, absolument aucun sens à dire qu'un point du champ visuel est éloigné d'un mètre du coin de cette table-ci, ou qu'il est à côté d'elle, ou qu'il est par-dessus, etc. Fin de citation. Mais l'analogie avec l'espace possède une portée bien plus large. Lorsque Husserl s'intéresse au son comme objet, c'est-à-dire comme une unité se constituant dans un continuum d'actes de souvenirs, perception, attente, et se constituant précisément comme indépendante de ces actes, il se penche en premier lieu sur ce qui confère son extension au son, à savoir la rétention. Lorsque j'entends un son, pas une mélodie mais un son individuel, ma perception est animée par le son qui dure jusqu'à ce que celui-ci, je cite à nouveau, comme pour ainsi dire quelque chose de mort, dit Husserl, ne soit plus animé par le point de production du présent et retombe dans le vide. Fin de citation. L'objet s'éloigne ainsi en conservant son identité, exactement comme l'objet spatial conserve la sienne lorsque je me déplace par rapport à lui, et il conserve une place fixe dans le temps. La retombée dans le temps doit donc être pensée de manière analogue à la perspective spatiale. Le son s'éloigne mais préserve son identité, ce qui revient à dire que ces points conservent entre eux le même rapport ainsi que la même position absolue dans le temps. Absolue entre guillemets évidemment. À cette identification du son dans le continuum temporel correspond une intentionnalité spécifique qui se distingue de la relation de l'apparition à ce qui apparaît et par laquelle la conscience se rapporte au son en tant que sight-object, lequel, dès lors, est posé dans une certaine forme d'indépendance par rapport au pur présent dans lequel il est initialement apparu et relativement auquel il apparaît de plus en plus loin. Or, le fameux diagramme du temps montre bien que la possibilité de ce positionnement de l'objet dans le temps repose sur la possibilité d'établir une corrélation stricte entre la succession des présents et la descente dans la profondeur du temps. Dans le passage de la donation présente à la rétention, se constitue un continuum de continua, autrement dit un espace bidimensionnel. C'est dans cet espace que les objets de temps peuvent recevoir une position obéissant aux mêmes règles de perspective que la perception visuelle. Car lorsque le son cesse de retentir, la comète sonore, constituée du noyau présent et de la queue de comète rétentionnelle, vous connaissez l'expression, s'éloigne dans le temps, perdant sa vivacité et finissant par devenir quasi imperceptible, tel l'accord final mourant des papillons de Schumann. Aussi, le champ temporel originaire, centré sur le présent, est-il exactement aussi limité que celui de la perception visuelle. De même que le champ visuel se déplace sur l'espace objectif, de même peut-on représenter le temps objectif comme un espace sur lequel le champ temporel originaire viendrait se déplacer. Ou plus précisément, le champ temporel originaire, initialement vécu comme repère fixe centré sur la conscience de l'instant présent,
constitue le temps comme objectif, à savoir précisément comme un espace dans lequel les objets temporels tombant dans les profondeurs du temps reçoivent une position corrélée à la possibilité de les identifier. Ce qui finalement est pensé au prisme de l'espace et de l'espace visuel n'est autre que ce renversement dans lequel le temps se trouve décentré par rapport au sujet et dans lequel l'objectivité ne se définit plus seulement comme unité, mais comme extériorité par rapport au sujet, comme indépendance par rapport à la conscience qui le constitue. Là où donc il est question de penser ce second sens ou second niveau de l'objectivité, la description phénoménologique du temps et de l'objet sonore en tant que Zeitobjekt s'enrichit des concepts visuels de distance, de perspective, d'éloignement spatial, etc. Mais la spécificité de la perception auditive de l'espace tient en réalité à autre chose, à savoir à la manière dont s'y articulent le temps et l'espace, et plus précisément au fait que l'espace s'y constitue de manière strictement temporelle. Pour mesurer l'importance de cette caractéristique transcendantale de l'espace auditif, il faut rappeler qu'il s'agit là, pour ainsi dire, de l'idéal dans lequel s'accomplirait le transcendantalisme, si j'ose dire, mais qui demeure, au moins pour l'espace visuel, illusoire. Si Heidegger reconnaît en effet dans sa conférence Zeit und Sein que, je cite, « la tentative d'en être étant de ramener la spatialité à la temporalité n'est pas tenable », fin de citation, il ne signe pas l'arrêt du seul projet de son ouvrage de 1927, mais plus généralement l'échec d'un pan entier de la philosophie transcendantale depuis Kant, dans la mesure où la fondation directe de la forme spatiale du sens externe dans la forme temporelle du sens interne radicaliserait et accomplirait l'idéalisme transcendantal en inscrivant l'espace dans la finitude même de l'homme, tel que Heidegger la reconnaît au cœur du kantisme. Rendre au temps son pouvoir de fondation de l'espace reviendrait donc à aller jusqu'au bout du transcendantalisme. Mais force est de constater que la réarticulation de l'espace au temps dont le son est le lieu ne se manifeste pas d'abord au niveau de l'expérience que la phénoménologie nomme transcendantale et qui est le résidu de la réduction phénoménologique, mais se révèle bien plutôt dans les résultats empiriques de l'acoustique, dont en bonne méthode phénoménologique, il eût fallu faire l'époquet. Le lien de fondation entre l'espace et le temps ne peut être établi que dans l'articulation du point de vue de la phénoménologie transcendantale avec celui des sciences empiriques, ce qui nous imposera, in fine, de redéfinir la frontière entre l'empirique et le transcendantal. Prenons pour fil directeur les travaux acoustiques sur l'espace sonore, en particulier dans le cadre de l'étude de la binauralité. Sur cette base, les acousticiens distinguent 3 rôles différents pour le temps dans la constitution de l'espace auditif. Premièrement, à un premier niveau, la binauralité qui est constitutive de l'espace, dans la mesure où avec une seule oreille, nous pourrions percevoir des différences de timbre et d'intensité, mais pas de propriétés véritablement spatiales. Donc, la binauralité repose à un premier niveau sur des différences essentiellement temporelles, en vertu desquelles le son nous apparaît comme provenant de la gauche ou de la droite, donc comme ayant une certaine situation dans le champ auditif. Il s'agit de différences strictement temporelles. Le son venant de droite vient d'abord frapper l'oreille droite avant d'être perçu par l'oreille gauche, mais aussi de différences analysables par le cerveau entre les phases des ondes reçues à droite et à gauche, différences qui dépendent entre autres de la longueur d'onde, donc de la hauteur du son considéré. Le temps a donc ici un rôle fondamental dans l'élaboration d'un champ auditif orienté, mais il faut bien reconnaître que ce premier niveau de la constitution s'effectue à un niveau inaccessible à la description phénoménologique, au-delà de ce qu'on pourrait appeler le seuil de l'expérience transcendantale. Il en va de même pour le deuxième niveau, à savoir l'articulation à ces différences temporelles de différences qualitatives. Le cerveau analyse tout d'abord les modifications du spectre sonore d'une oreille à l'autre, ce qui permet notamment de repérer les effets de réverbération sur le corps de l'auditeur et dans son conduit auditif, et contribue ainsi à affiner la localisation du son, qui encore une fois est donc d'abord temporelle. Nous touchons ici une frontière fragile entre l'empirique et le transcendantal. Le temps apparaît comme constitutif de l'expérience de l'espace auditif, mais cette fonction constitutive ne peut s'attester ni dans un mouvement à rebours vers les conditions de possibilité de l'espace auditif, puisque rien en celui-ci, une fois constitué, ne porte la marque de cette temporalité, ni dans le vécu sonore lui-même, au sens où le décalage temporel en question pourrait se donner dans une intuition donatrice originaire. Le temps agit donc bien à ce niveau comme condition de l'espace auditif, mais pourrait-on dire comme une condition infratranscendantale,
c'est-à-dire en dehors ou plutôt à la limite de la sphère d'expérience que Husserl précisément qualifie de transcendantale. Il n'en va pourtant pas de même pour le troisième niveau, le niveau supérieur de la constitution temporelle de l'espace, sonore bien sûr. Ce dernier concerne la constitution de la profondeur et de la distance sur le fondement du délai entre le son direct et le son réfléchi. Ainsi, dans l'église où retentit le son de l'orgue, la distance des objets se marque au temps de réverbération, lequel peut être réduit auditivement à un certain écart de temps entre la première réception du son, ce que les acousticiens appellent le chant direct, et la réception des premières réflexions, le chant réverbéré. Il est cependant essentiel de remarquer que, pour être constitutive de l'espace, cette différence temporelle doit être articulée à la relation que nous avons définie comme la relation fondamentale de la constitution de l'espace, à savoir cette différence interorale de temps, différence entre la réception des sons par l'oreille ipsilatérale, c'est-à-dire celle qui est du côté de la source sonore, et celle de l'oreille contralatérale. Le son, déjà déterminé quant à son orientation, peut donc, dans un second temps, être déterminé quant à sa distance par analyse des réverbérations. Et la confrontation du spectre du son réfléchi, modifié par l'air que traversent les ondes, avec celui du spectre reçu directement, augmente la précision de l'évaluation de la distance. Mais il s'agit là, contrairement à ce qui se passait au niveau inférieur, d'une différence qui est effectivement audible. Les phénomènes de réverbération, de prolongement du son, ou encore les phénomènes d'écho, peuvent parvenir à la conscience et ainsi résister à la réduction, et faire l'objet de l'intuition donatrice originaire sur laquelle seule peut se fonder la description phénoménologique. C'est à ce niveau donc, pour ainsi dire, que la phénoménologie rattrape les données empiriques. On peut donc, pour décrire la fonction du temps dans la constitution de la profondeur, mener conjointement et de manière articulée une étude acoustique empirique et une analyse phénoménologique. La première reconnaissant comme relation fondamentale la relation définie par la différence temporelle de réception des ondes, la seconde s'appuyant directement sur la constitution du temps dans l'affluence même de la conscience. Du premier point de vue, acoustique, la constitution d'une distance, et non pas seulement d'un analogone de distance, comme permettaient de le faire les seules différences d'intensité et de timbre du son, cette constitution ouvre de nouveaux niveaux constitutionnels. Ainsi, dans une salle donnée, une salle de concert par exemple, ou une église, pour reprendre l'exemple de l'orgue, la distance maximale perçue définit ce que les acousticiens appellent la profondeur de l'espace, à savoir la limite au sein de laquelle tous les événements sonores ont lieu et au-delà de laquelle rien ne peut être perçu. Profondeur qui définit ce qu'on appelle la diffusion du lieu et qu'on pourrait appeler l'ambiance ou même l'acoustique du lieu, en termes profanes. La question pour le phénoménologue est donc la suivante. Comment donc cette ambiance, ainsi comprise, se manifeste-t-elle phénoménalement ? Comment, au sein de mes vécus sonores, puis-je percevoir auditivement l'église ou la salle de concert dans laquelle le son de l'orgue retentit ? Ce qui se manifeste ici, c'est ce qu'on pourrait appeler, en détournant très fortement le concept du sens sémiologique que lui confère Derrida, une différence avec un A. Donc vraiment en un sens très peu derridien finalement. Je reprends simplement le terme lui-même. J'entends l'espace, pourrait-on dire, au sens de ce qui se constitue dans la distance de l'objet par rapport à moi. J'entends l'espace donc dans la manière dont le son se prolonge, dont les réverbérations à la fois en diffèrent la pleine donation et le font se transformer. Acoustiquement parlant, la résonance du son n'est pas identique au son direct. Son spectre est modifié par le trajet qu'il a parcouru, par les pertes dues au changement de milieu, aux réverbérations. Et cette différence, avec un E cette fois, contrairement aux différences purement temporelles dont on parlait précédemment, accède au seuil donc de l'expérience phénoménologique. J'entends, à proprement parler, le caractère de résonance de la résonance ou le caractère d'écho de l'écho. J'entends plus précisément la différence entre le prolongement du son par réverbération et son prolongement par simple résonance. Lorsqu'un pianiste, par exemple, fait retentir un accord dans une salle de concert, j'entends bien le moment où les étouffoirs retombent sur les cordes et où un autre son apparaît et dure quelques instants, celui même qui définit l'ambiance de la salle, à savoir le son retardé et différemment timbré des réverbérations. Ce qui se dessine alors dans ce son nouveau,
qui peut compléter le son direct lorsque celui-ci continue à résonner, ou au contraire se substituer à lui si le son direct disparaît. C'est un profil, une gestalt, le profil spatial de la salle dans laquelle le son retentit. Mais cette dernière apparaît dans un processus temporel, le processus de différence avec un A, en vertu duquel le son qui est différé de la réverbération est également différent, avec un E. L'espace se constitue donc plus précisément dans la synthèse entre un écart temporel et une différence qualitative. Ce qui se produit au niveau de l'expérience phénoménologique ne coïncide donc pas exactement avec ce qui se produit au niveau de l'expérience acoustique, puisque la manière dont s'effectue cette synthèse est différente dans les deux cas, mais la structure révélée au niveau acoustique n'en est pas moins la même qu'au niveau phénoménologique, et consiste à ramener donc une différence qualitative à un processus temporel. Autant donc il était possible de rendre compte autant donc il était impossible de rendre compte phénoménologiquement de la constitution des deux premières dimensions de l'espace, selon les axes droite-gauche et haut-bas. Je ne suis pas rentré dans le détail des analyses acoustiques qui le montrent, mais elles existent. Au point qu'il faille recourir à des données empiriques donc, pour en rendre compte. Autant donc l'expérience phénoménologique était-elle muette pour rendre compte de cette première strate fondamentale de l'espace auditif. Autant doit-on reconnaître que les données empiriques doivent au contraire être complétées par une description phénoménologique pour rendre compte de l'expérience de l'ambiance, du relief ou de la profondeur de l'espace sonore dans toute sa richesse. Prenons pour terminer, pour plus de commodité, l'exemple de la profondeur. J'ai décrit la manière dont le son se constituait comme objet de temps, et j'ai souligné le fait que dans la qualité même du son qui se déployait temporellement, une esquisse de spatialité se dégageait sous forme d'une orientation. J'ai également expliqué qu'un premier niveau d'objectivité se manifestait dans l'éloignement au sens temporel, bien sûr, l'éloignement progressif du son entendu et dans le passage de la donnée présente à sa rétention. Maintenant, nous pouvons affirmer que la fonction du temps dans la constitution de l'orientation du son demeure inaccessible à la description phénoménologique et requiert des élucidations empiriques. C'est donc vers la constitution temporelle de la distance spatiale que nous devons nous tourner si nous espérons donner un sens proprement transcendantal à l'imbrication du temps et de l'espace. Or, l'analyse husserlienne du son comme objet de temps nous donne un levier pour saisir cette expérience de l'écho ou de la résonance comme une véritable appréhension spatiale du son, et comme sa projection dans une authentique profondeur. Conformément à l'analyse de Didier Franck, du paragraphe 39 des leçons de 1905, la constitution du son reposerait sur une double intentionnalité, longitudinale et transversale. D'un côté serait visé le son juste passé dans une conscience rétentionnelle, de l'autre côté, le son lui-même dans son identité, se confirmant par des expériences toujours renouvelées. Or, le phénomène de la résonance présente une particularité phénoménologique, à savoir, au moment où se fait entendre la résonance, le même son est pour ainsi dire en deux sens différents, entendu deux fois, sous deux formes donc différentes. D'un côté, j'ai toujours la conscience rétentionnelle du son origine, certes passé, mais toujours retenu dans le présent sur le mode du tout juste passé. D'un autre côté, je reçois un nouveau son, celui de la résonance, qui se donne bien présentement et en chair et en os, mais qui se présente malgré tout comme le même son, quoique en une forme modifiée, notamment quant à son timbre et son intensité. Dans les deux cas, il s'agit bien du même son, modifié bien sûr. Phénoménologiquement, ces expériences, celle de la rétention du son originaire et celle de la donation de la résonance, sont simultanées. Mais dans cette simultanéité se creuse un écart, ou plus précisément une différence avec un A, à savoir le son résonant et la queue de comète rétentionnelle dans laquelle perdure le son originel, possèdent des caractères phénoménologiques distincts. Le son retenu s'estompe parce qu'il s'éloigne dans la temporalité de la conscience, mais il demeure toujours visé dans son identité, comme ayant la même intensité, le même timbre, donc les mêmes qualités. Il se modifie donc selon sa modalité temporelle, mais pas sous son aspect matériel, car c'est toujours le même son avec son intensité originelle qui est visé rétentionnellement. Parallèlement, la résonance du son est visée selon une modalité temporelle différente, puisqu'elle se donne présentement, pour ainsi dire en chair et en os, mais c'est la matière même du phénomène sonore qui subit une modification qui est cette fois ilétique, puisque au moins son timbre, sa durée, son intensité se trouvent effectivement modifiées.
Ce chiasme entre le son qui se perd intentionnellement et celui qui se perd illétiquement crée ce qu'on pourrait appeler un effet sonore. Car ce qui se mesure entre ces deux modifications parallèles du son originel est bien une distance, l'éloignement de l'objet source, mais une distance fondée dans le déroulement temporel même de l'objet de temps qu'est le son, une distance spatiale fondée dans l'éloignement temporel. C'est donc la manière dont le son se temporalise, et plus précisément la manière dont s'articule la modification intentionnelle du son avec sa modification, pour ainsi dire, illétique, qui détermine l'attribution au son de propriétés spatiales qui ne se réduisent plus à un simple positionnement selon l'axe droite-gauche, mais constituent l'évaluation, certes approximative, d'une distance. En d'autres termes, l'espace auditif se constitue dans un double système de différence, avec un A. Premièrement, le son entendu directement, dans ce que l'acoustique nomme le champ direct, se prolonge tout en se modifiant illétiquement, devient dans ce qu'on appelle le champ réverbéré, et ce champ présente des différences qualitatives avec le champ direct. Deuxièmement, le son originellement entendu est prolongé rétentionnellement. La confrontation de ces deux différences, avec un A, strictement temporel, à partir d'un même son originaire, crée un écart, une distance qualitative et temporelle, qui n'est rien d'autre que la condition de possibilité de la perception d'une distance spatiale dans l'univers sonore, donc le fondement au niveau de la pure temporalité de la spatialité. Mais alors, ce qui nous était apparu comme la source même de l'intentionnalité, à savoir l'écart creusé par la rétention, autrement dit la fluence même de la conscience, apparaît également comme la source de la spatialité. En d'autres termes, l'extériorité au sens spatial ne serait pas plus fondée sur l'extériorité au sens intentionnel que cette dernière serait fondée sur la première, mais extériorité et spatialité seraient proprement indistinguables et transcendentalement de même niveau. Plus encore, si on prend en compte le fait que la confrontation de la résonance et de la rétention permet à l'oreille de faire la différence entre l'éloignement proprement spatial et la pseudo-spatialité que Strawson dénonçait en considérant qu'une différence d'éloignement était auditivement indifférenciable d'une différence d'intensité, alors c'est le lien établi par Kant entre extériorité, spatialité et un sens prégnant de l'objectivité qui se trouve directement fondé dans la manière spécifique que le phénomène sonore a de se déployer dans le temps. Peut-on véritablement affirmer cependant, et c'est ma conclusion, qu'il y ait ici un rapport de fondation et que l'espace, comme condition transcendantale de l'extériorité, soit lui-même fondé, comme le voulait Heidegger et déjà implicitement Kant et peut-être même Husserl, dans la temporalité de la conscience. Il faudrait, pour l'affirmer, sortir autant de la phénoménologie que de la philosophie transcendantale en général. Le rapport du temps à l'espace, qui constitue en un sens la clé de voûte du transcendantal, se situe cependant à sa limite. D'un côté, le phénomène sonore manifeste clairement l'imbrication de la temporalité et de la spatialité, et avec elle la perméabilité de la frontière de l'interne et de l'externe, mais aussi de l'idéalité et de la réalité. Les espaces sonores, qui se constituent dans le pur déploiement temporel des qualités du son, sont indissociables de l'espace auditif, sans pour autant se confondre avec lui. D'un côté donc, dans le son plus que partout ailleurs, la philosophie transcendantale semble être justifiée dans sa prétention la plus haute, celle de fonder l'espace dans le temps, compris comme auto-affection, puisque au moins une corrélation entre les processus temporels et les structures spatiales semble s'y manifester. Mais d'un autre côté, pour rendre compte de cette corrélation, pour lui donner son sens proprement transcendantal, en élucidant la manière dont la temporalité fonderait la spatialité, la sphère phénoménologique, dans laquelle des expériences transcendantales devraient venir clarifier ce processus, demeure muette. La phénoménologie peut bien rendre compte de la manière dont certaines propriétés spatiales, comme la distance, se constituent, ainsi que le rôle du temps dans cette constitution, mais il ne s'agit ici que d'un niveau relativement élevé de la constitution de l'espace auditif, puisqu'il fait lui-même fond sur un niveau plus profond dans lequel l'orientation du son se constitue, et sans lequel nous ne pourrions percevoir aucune distance ni aucune profondeur. En d'autres termes, la réduction phénoménologique rencontre ici une limite qui pourrait bien être la limite même du transcendantal. Si nous ne pouvons pas amener à l'évidence phénoménologique le processus ultime dans lequel naissent spatialité et extériorité, c'est que le transcendantal ne suffit pas ou ne se suffit pas à lui-même, et que la philosophie transcendantale, qui naît de la mise en suspens de tout résultat empirique, doit néanmoins ultimement s'y confronter. Soyons plus précis pour finir.
la réduction phénoménologique peut nous conduire jusqu'au point de basculement, où la description phénoménologique, qui se contente donc finalement d'établir un lien entre certains processus temporels et certaines structures spatiales, au même titre qu'il établit un lien entre spatialité et extériorité, la description phénoménologique, donc, en ce point, doit sortir des limites du transcendantal. Mais cette sortie peut être accomplie dans deux directions différentes. La première voie consiste à prolonger la réduction phénoménologique au-delà de ce point de basculement, dans ce qui ne peut alors qu'être une voie spéculative, puisque non garantie par une véritable intuition phénoménologique. On peut alors s'interroger sur la genèse de l'espace en partant de la pure temporalité, et plus précisément de la préimmanence dans laquelle l'espace et le temps se constituent, et ainsi espérer peut-être donner un fondement absolu à la philosophie transcendantale. Ce que fait par exemple Alexander Schnell sans partir du son. La seconde voie exige au contraire de renoncer à fonder le transcendantal, sinon dans une recherche exclusivement empirique, en l'occurrence acoustique, ce qui est en même temps évidemment tout à fait contraire à l'esprit même du transcendantal. Dans le cas du son, la réflexion transcendantale sur le rapport entre temps, espace et extériorité, rapport dans lequel nous avons affirmé que se jouait l'objectivité même du son, ne pourrait intervenir que sur le fondement d'une élucidation des processus d'écoute binauraux, processus partiellement accessibles à la description phénoménologique, mais fondamentalement déterminés à un autre niveau, cérébral, physiologique et acoustique. L'analyse du rapport du son à l'espace me semble donc conduire ultimement à une conception du transcendantal proche de celle de Helmholtz, à savoir une conception selon laquelle, finalement, le transcendantal ferait toujours fond sur l'empiricité. Mais dans un cas comme dans l'autre, quelque chose s'est perdu. D'un côté, celui de la voie spéculative, on perd la fondation purement intuitive du transcendantal, qui constituait la découverte fondamentale de la phénoménologie husserlienne. De l'autre, celui de la voie, pour ainsi dire, helmholtzienne, on perd l'indépendance pourtant essentielle du transcendantal par rapport à l'empirique. Que cette indépendance ne puisse être absolue n'ôte pourtant rien à l'apport propre du discours transcendantal qui, à côté du discours empiriste et en lien avec lui, permet en l'occurrence d'élucider le rapport intime du son à l'espace. Merci de votre attention.